Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale puisqu'on fête les 1 an de Sans Concession et c'est ici, chez Harley-Davidson Roadster, que tout a commencé puisque c'est ici que nous avons tourné le générique avant même la première émission. À tout seigneur, tout honneur, c'est ici, chez Pierre-Yves Rousset qui nous a fait confiance dès le départ, à Saint-Cloud, la concession Harley des Hauts-de-Seine, que nous allons tourner cette émission anniversaire au cours de laquelle nous allons accueillir 2 artistes, un peintre, un écrivain qui vont ouvrir l'univers Harley-Davidson et on va parler bien sûr des nouvelles orientations de la marque avec les nouveaux modèles présentés à Milan. Sans Concession a aujourd'hui 1 an et si vous suivez notre émission, c'est ici que tout a commencé chez Pierre-Yves Rousset. Salut Pierre-Yves. Je suis très heureux de vous recevoir. Merci de nous Bonjour accueillir. David. Merci de nous accueillir. C'est ici que le générique a été tourné, ici, chez Roadstar 92. On est aussi avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour David. Et évidemment avec l'incontournable Eric Sélis. Salut Eric. Salut David, bonjour messieurs. Donc Eric, Salut, tu as découvert la concession et l'étendue de cette concession insoupçonnable. Oui, effectivement, parce que quand on ça fait souvent que je passe devant pour prendre l'autoroute A12 et A13, et on ne perçoit pas l'étendue de la concession. Et c'est vrai que quand on monte comme ça, on a l'impression que c'est un peu confiné. Quand on prend la bretelle d'accès, on a l'impression que c'est confiné. Puis en fait, quand on est derrière, on découvre les coulisses. C'est l'iceberg en fait. Il y a la partie visible et il y a la partie immergée. Et la partie immergée, elle est tout simplement énorme. Voilà, Pierre-Yves, tu nous feras le tour du propriétaire tout à l'heure. Avec plaisir, oui. Tu nous présenteras également tes équipes parce que tu c'est tiens important. énormément Oui. à axer. Toute ta stratégie est axée sur les hommes qui font vivre ce magasin Harley-Davidson. Quand on représente une marque comme Harley, qui existe depuis 1903, qui est une marque extraordinaire, et cette marque s'est faite avec les hommes, cette marque s'est faite avec nos clients, s'est faite avec les collaborateurs qui ont travaillé pour. Et la vie est une histoire d'hommes, donc mon entreprise, effectivement, elle est constituée d'hommes et de femmes, et il est très important pour moi de les présenter, parce que sans eux, il n'y a pas d'entreprise, sans clients, il n'y a pas de commerce, et sans Harley, il n'y a rien. Voilà. Alors Harley-Davidson Roadster 92, c'est les Hauts-de-Seine ici. Tu es concessionnaire dans les Hauts-de-Seine, il y en a combien ? Donc je suis le concessionnaire exclusif des Hauts-de-Seine, donc le département du 92. Donc on rayonne sur l'intégralité du département. On est basé à Saint-Cloud et on est également donc très proche de Boulogne et à 2 km de la porte de Saint-Cloud. Donc on est à 2 km de Paris. D'accord, alors c'est ici que jusqu'à peu il y avait les locaux de Motojournal un peu plus haut et donc on accédait directement au parking et c'est vrai que ça a été une surprise pour moi aussi quand je travaillais à Motojournal de voir un petit peu toutes les Harley-Davidson qu'on visitera tout à l'heure, mais effectivement c'est étendu et ça rentre jusque sur un parking privé, mais c'est à la concession. Oui, effectivement, donc on a la concession à 1450 mètres carrés. On a au rez-de-chaussée la boutique Motor Close et ensuite à l'étage, donc on est sur un seul niveau et on a le showroom, la réception atelier, les pièces détachées et 2 ateliers. Tu nous feras visiter tout ça. Avec alors ici, chez Roadstar 92, c'est d'ici que partent pas mal de balades aussi. Tu organises des balades avec les clients, c'est ça? Donc nous avons en premier lieu le chapter qui est présent, où on a à peu près 120 membres actifs, qui est Gilles Delaporte, qui est notre président, qui est très actif. Et en complément, nous avons effectivement, avec Maxime, développé ce qu'on appelle les Roadstar Rides. Les Roadstar Rides, c'est 1 fois par mois, on part 1 journée, 2 jours, 3 jours maxi, et on va se promener avec une dizaine, vingtaine, trentaine de motos, et on fait découvrir, on part un peu de partout, et on n'a pas une thématique précise. La thématique d'ensemble, c'est d'être ensemble, de partager quelque chose, parce que ce qui est le plus important, je pense, dans notre métier, c'est l'expérience client et le souvenir qu'on peut avoir avec eux.
Alors, je sais que dans Roadstar 92, il y a Star, je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais bon, tu es quand même apparu il n'y a pas longtemps sur une émission de télévision pour parler de Johnny Hallyday, puisque c'est ici qu'il venait se fournir. Fournir, j'aime bien le terme. Bah oui, se fournir en Harley-Davidson, lui et son staff. Oui, ça effectivement, j'ai eu la chance, l'opportunité de voir Johnny et de le rencontrer à plusieurs reprises. On lui a vendu 3 motos. Alors, quelquefois, on ne le voyait pas pendant 1 an. Et puis après, quand on lui vendait une moto, pendant 10 jours, 20 jours, je recevais des SMS tous les jours. Parce qu'il avait des idées très précises. Sur ce qu'il voulait. Sur ce qu'il voulait. Il aimait la moto. Moi, je l'ai connu dans une autre vie, dans l'automobile, où quand je lui livrais des voitures, et qui étaient des belles autos, il n'avait pas le goût. Et maintenant, pour l'avoir fréquenté pendant des années dans la moto, je ressentais vraiment quelqu'un qui avait une vraie notion de la moto, avait une vraie sensibilité de la moto. Harley-Davidson est très en vue en ce moment parce que Harley-Davidson, Maxime, a changé de cap. Évidemment, la concurrence, le fait que Indian revienne sur les devants de la scène a poussé un peu Harley-Davidson dans ses retranchements. Qu'est-ce qui arrive, Maxime, chez Harley ces prochains temps? Il y a un vrai renouveau chez Harley dans la gamme, notamment celle la plus attendue, celle qu'on parle depuis maintenant bientôt 5 ans, la Livewire. La moto électrique, Eric, ça t'inspire? Tu as envie de l'essayer? Bah, on verra. De toute façon, je pense que ça va devenir incontournable. Après, il faut voir effectivement l'exercice. Il y a déjà un exercice de style autour de cette moto. C'est l'avantage d'avoir une Harley-Davidson. Hein. C'est aussi de ne pas rouler sur quelque chose de convenu. Maintenant, il faudra voir effectivement ce qu'elle est capable de procurer. Vos clients, ils vous en parlent de la moto électrique un petit peu? Beaucoup, ouais, parce que il y a 5 ans, il y a eu la campagne qui est passée en France, donc sur le circuit Michelin à Clermont-Ferrand. Donc on a eu la chance. Il n'y a pas eu de rejet, non? Il y a beaucoup de clients qui se posent des questions. Il y a des clients qui sont très ouverts justement à l'arrivée de cette nouveauté. Et enfin, il faut vivre avec son temps, quoi. Ouais. Donc, alors il y a d'autres nouveautés, un trail. Tout à fait, ouais, la Panamérica. Ouais. Voilà. Et puis, qui sera prévu pour ça vous a pas surpris, ça, en tant que dépositaire de la marque, de voir surgir comme ça, tout d'un coup, un trail? Je pense que Harley-Davidson, aujourd'hui, a prouvé qu'ils savaient faire des motos. Ils en font depuis 1903. Pour venir simplement sur la Livewire, quand Harley a créé l'entreprise et donc ils ont développé des motos en 1903, ils étaient également précurseurs. Je pense qu'être sur une moto à l'époque, ça c'était pas toujours très très bien vu, ou il fallait donner des preuves. Et je pense que la Livewire, on est aussi dans un tournant où il faut évoluer. Donc Harley, malgré le fait ils aient quand même un ADN très très fort avec le bicylindre, le bruit, etc. C'est la signature. Je trouve qu'ils sont très courageux de s'orienter sur l'électrique et s'orienter sur d'autres créneaux. Et il y a quoi aussi, Maxime, comme créneau? Il y a donc un trail, il y a d'autres choses qui arrivent. On a aussi un roadster qui va arriver peu de temps après la Street Fighter. Ouais. Donc, qui va être vraiment pour cibler une clientèle beaucoup plus jeune, donc histoire de dynamiser, tout en gardant justement ce côté authentique. Le but n'est pas d'arrêter ce que Harley fait là, mais de se diversifier et de créer plus de possibilités sur Harley, quoi. Alors Harley-Davidson est aussi au cœur de séries télévisées, hein. On a vu l'année dernière, alors il y a un film qui était sorti, Harley and Davidson. Cette fois c'est une série, My Hands MC, donc on connaît Sons of Anarchy. Donc on reste un peu dans l'univers, un peu le cliché quelque part. Les clubs. Les bad boys. Les bad boys, ouais. Alors on a du mal à sortir de ce cliché, mais effectivement Harley-Davidson essaie de sortir un peu des sentiers battus et revenir un peu explorer de nouveaux terrains. Harley-Davidson également a conclu un accord avec CER pour passer le permis en Harley-Davidson. C'est nouveau. Donc ce sont des initiatives un peu d'ouverture. C'est vrai que
On en parlera avec le débat tout à l'heure, où on recevra des artistes qui vont ouvrir un peu le débat et le propos, pas seulement sur Harley Davidson. Et puis l'un de nos caméramans qui avait réalisé l'essai de la semaine dernière de la BMW R90 Urban GS, qui est allé suivre la Zombie Chopper Run. C'est Emmanuel Dacier qui est allé suivre cette Zombie Chopper Run. C'est une poignée de fans de Chopper qui s'évadent et dont il a ramené un superbe film. Il y avait également des rassemblements à Sète, les Brescoudos où on était, et puis le FXDR. Comment il a accueilli, Maxime? Le FXDR ou la FXDR? L'un ou l'autre, ça peu importe. Ok. Comment il a accueilli? Plutôt bien, parce qu'il arrive dans la lignée du Vérode qui nous a quittés il y a bientôt 2 ans. Là. Ouais. Donc on est vraiment dans l'esprit compétition de chez Harley avec il est vraiment tiré des dragsters Ouais. qu'on peut voir là-bas aux États-Unis. Donc il a plutôt une bonne cote et encore une fois c'est aussi dans le but de cibler une clientèle qui recherche plus ce côté dragster que custom. Donc D'accord, c'est plutôt pas donc mal. le FXDR, Johan Genouvrier l'a essayé pour nous, on regarde ça tout de suite. Le FXDR, c'est quoi? C'est un power cruiser. Un power cruiser selon Harley Davidson, c'est une machine inspirée du dragster. Pour ce faire, on a pris le cadre du Softail classique. On y a inséré un bloc de 114 CI, c'est-à-dire 1862 cm3, capable de fournir 160 Nm de couple et environ 110 chevaux. Le moteur a été optimisé dans le sens du couple et de l'accélération. On a pour ce faire un imposant filtre à air et un échappement 2 en 1 spécifique. Pour le reste, la firme a pour une fois fait un travail sur la légèreté. C'est plutôt rare chez Harley Davidson. On a un bras oscillant spécifique, en alliage, beaucoup plus léger que sur les autres Softail, ainsi qu'un freinage et une suspension adéquate. Dans ce sens, la géométrie a été entièrement retravaillée. La fourche, plutôt ferme, présente un angle de chasse assez fermé, tandis que la suspension arrière, issue des autres Softail, est réglable via une molette. Le freinage a lui aussi été revu en conséquence avec un double disque pour un mordant hallucinant. Alors lorsqu'on monte sur cette machine, on a l'impression que le Vérode Muscle et la Lowrider S ont fait un enfant. Et il est plutôt réussi. Au guidon, l'ergonomie est plutôt originale avec les pieds sensiblement en avant, les mains légèrement relevées, mais on s'y fait très vite. Un coup d'œil sur le compteur permet de voir que Harley Davidson a choisi le minimum inspiré de la course avec un tout petit compteur digital et le minimum d'informations. Notons au passage qu'ils ont installé un système de démarrage sans clé avec transpondeur. Contrairement aux anciennes Harley Davidson, le poids se fait très peu sentir au début. Et on a même très vite l'impression qu'on est sur un dragster. Une seule chose en tête, accélérer, accélérer, accélérer et quitter la ville le plus vite possible. Parce qu'il faut bien se le dire, cette machine n'est pas du tout pensée pour la ville, elle est faite pour attaquer les petites routes. D'ailleurs, au début, c'est très déstabilisant. La géométrie fait de cette machine un modèle assez compact par rapport au Harley Davidson qu'on peut connaître habituellement. Dès les premiers virages, on ne sent pas très bien l'avant, l'arrière est difficile à emmener, on a l'impression que le moteur veut partir tout seul à chaque coup d'accélérateur. Et petit à petit, le pilote se fait facilement au comportement de la machine et ça devient un vrai régal. Les repose-pieds sont beaucoup plus hauts que sur les modèles habituels. On ne frotte pas à chaque virage comme c'était le cas auparavant. Et rapidement, on se sent pousser des ailes. Heureusement, le freinage est surpuissant, l'ABS ne se déclenche pas de façon intempestive. La machine est vraiment pensée pour attaquer. Donc quand Harley Davidson pense Power Cruiser, la marque pense plutôt Power que Cruiser. En roulant sur les petites routes de Grèce à environ 80 km/h, une vitesse qu'on connaît chez nous, le moteur est certes souple, mais demande à ce qu'on le cravache un petit peu plus. Et la position de conduite fait que très rapidement, on a un petit peu mal dans le bas du dos et on a vite envie que ça s'arrête. Alors qu'au contraire, à l'attaque des petites routes, la machine révèle son vrai potentiel. Elle virevolte, passe d'un virage à l'autre sans jamais sourciller. On peut ressortir des virages en accélérant sans aucun problème, tout en prenant garde à la puissance, car il faut bien rappeler que cette moto est une machine très puissante et très coupleuse. On aurait aimé un traction control sur ce type de machine, comme c'est déjà le cas chez les concurrents, mais on ne peut pas tout demander à Harley Davidson. Ils ont déjà fait l'effort d'européaniser cette machine. Au passage, on a une suspension arrière ajustable. On aurait aussi aimé pouvoir régler la fourche. Au niveau des sensations, la machine se manipule assez facilement. On a moins l'impression d'être sur un camion qu'on l'avait sur un Vérode Muscle par exemple. On a juste une sensation de vibration aux alentours des 3000 tours minute dans les mains. Une sensation qui peut être due soit à l'angle de chasse assez fermé, soit à la fermeté de la fourche, soit tout simplement parce que les machines sont neuves et qu'il faut que la mécanique se fasse.
En définitive, avec le FXDR, Harley-Davidson nous propose sa propre version du Power Cruiser, une version certes très américaine, avec une fourche non ajustable, un bouchon de réservoir toujours sans serrure et sans charnière, mais proposé à peu près 25 000 €, le modèle nous a épatés. On a le véritable Power Cruiser dans l'âme, puissant, velu, racé comme il faut. Harley-Davidson nous a proposé 100 modèles en 10 ans. Avec ce FXDR, on est plutôt épaté et on a hâte de voir la suite. Merci Johan. Ce Harley FXDR, c'est vrai qu'il a fort à faire, une grosse concurrence, parce qu'il y a d'autres marques maintenant qui s'inscrivent sur le créneau, Eric. Il y a Indian, forcément, marque qui vous colle au basque. Comment vous le vivez, ça, cette remontée en puissance? Qui est de montée en puissance Indian, c'est normal. Harley existe depuis toujours. Nous avons des fois des clients qui ont une Harley, 2 Harley, 3 Harley, 4 Harley, 5 Harley. À un moment donné, il est légitime d'être intéressé par autre chose que de toujours monter sur la même marque. Malgré qu'il y ait des nouveautés, on retrouve l'ADN. Et la nature humaine, elle est curieuse et on a envie de se diriger vers un autre véhicule. Donc au bout de 4 ou 5 motos, on a souvent des clients qui veulent aller voir Indian et après qui peuvent revenir. Mais ça fait partie du marché, il faut l'accepter. Ce sont des motos, ce sont des jolies motos américaines. Et la curiosité des gens fait qu'ils veulent aller voir qui est le Challenger d'Harley. Et c'est normal qu'ils vendent quelques motos. C'est mieux Indian que Victory? Moi, j'ai pas d'a priori sur toutes les marques de motos. Je trouve que quand on représente une marque comme Harley, il faut savoir accepter toutes les autres marques. Il faut savoir puiser et étudier ce qu'ils font, pourquoi les clients les achètent et comment nous, on peut faire en sorte de continuer à être le leader sur notre marché. Alors, les tops et les flops, c'est maintenant. Le premier top, ça concerne toujours Harley, c'est l'inscription, l'association de Harley avec les Winter X Games qui auront lieu du 24 au 27 janvier, c'est bientôt, avec des snowbikes fabriqués par Harley. C'est des drôles d'engins qui peuvent faire des backflips. On a reçu Tom Pages il n'y a pas longtemps dans l'émission. On est toujours dans ce qu'on disait, l'élargissement de la clientèle. Le flop, ça concerne l'arrêt d'un autre partenariat avec Alta Motors. Harley-Davidson s'était associé à Alta Motors et puis c'est une affaire qui n'a pas roulé entre le patron de Harley-Davidson et cette marque de moto. Le débat avec 2 artistes. D'abord avec nous Didier Chamizo, sur lequel nous avions fait un reportage. Bonjour Didier. Bonjour David, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints ici chez Harley-Davidson Roadstar, chez qui tu as fait réparer ta moto, ta propre Harley. J'avais détruit la boîte à vitesse du Street Road. On en reparlera. Avec nous également Jean-Marc Thévenet, auteur de ce très beau bouquin. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Voilà, très beau bouquin qui sort aujourd'hui même, le jour du tournage de notre émission. Ce n'est pas seulement l'anniversaire de Sans Concession, c'est aussi le jour de la sortie du Temps de la Liberté, Moto, le Temps de la Liberté. Moto, le Temps de la Liberté, de la contre-culture, la custom culture, histoire de balayer 50 ans de moto et de culture, entre guillemets. La démarche, c'est ça, balayer 50 ans de culture d'abord ou de moto d'abord? J'allais dire les deux, mon général. L'idée, c'est de se rappeler que la moto intervient dans les moments importants, que ce soit dans la littérature, le cinéma et même parfois la politique, que ce soit avec l'équipée sauvage, avec Easy Rider, avec Steve McQueen. Et on arrive aujourd'hui avec la custom culture. On a toujours eu tendance à imaginer qu'effectivement la moto était réservée à des gens un petit peu simplets, qui lisaient pas tellement, qui n'allaient pas tellement au cinéma. Et on s'aperçoit, en creusant un petit peu le sujet, que la moto a toujours été un vecteur très très important dans le domaine de la culture et qu'elle est à l'initiative, même si c'est un petit peu malgré elle, de la contre-culture, qui est ce moment de rupture dans les années 60. Et on commence avec Che Guevara. Absolument. Donc c'est politisé, Didier, la moto c'est politisé? Avec Che Guevara, un petit peu. Hein. Ouais.
Je voulais savoir, vous êtes motard, vous, à la base? Oui, oui, je suis motard. Pour l'instant, je suis à pied, mais j'ai cette chance d'être une personne âgée qui a passé son permis de conduire à l'âge de 16 ans. Donc j'ai pratiqué, je n'ai jamais pratiqué les Harley-Davidson pour des raisons, j'allais dire, là aussi de culture de la moto japonaise, mais effectivement, j'ai pratiqué très très longtemps la moto et depuis très très longtemps. Didier, toi, la moto, tu l'inclus dans ton art. Pourquoi? Pas vraiment, mais vu que je peins à peu près tout ce que j'attrape et que je fais de la moto comme monsieur depuis l'âge de 16 ans, j'ai eu le temps de peindre mes motos, de les bidouiller pour faire des motos de course à une certaine époque. Voilà quoi. Et donc ça fait partie du truc. Alors, tu nous as amené le casque que tu vas livrer aujourd'hui même à un client, c'est ça? Demain exactement. En fait, Demain je vais le livrer au gars qui a acheté chez Christie's une Harley que j'avais peint, qui a fait 160 000 francs suisses, un truc 160 000 comme ça. francs Au suisses bénéfice enchères. d'une association pour des femmes qui s'appelle Womanity. Voilà. Et ça, c'était quand? C'était à Genève, hein, je crois. Ouais, c'est c'était ça à Genève. Et ça, c'est une réalisation sur laquelle il vous a laissé libre cours? Oui, tout ou à lui, fait. il avait Non, des... j'ai peint une moto et bon, comme le mec il a explosé le truc à la vente, on m'a dit ouais, ça serait bien qu'il dû faire un casque. J'ai dit ok et là donc on va le rencontrer. D'accord, donc la moto et l'art font bon ménage. Jean-Marc, tu étais aussi versé dans la bande dessinée. Tu peux nous expliquer un petit peu tes liens avec la bande dessinée? Très rapidement, j'ai eu la chance de m'occuper d'un magazine créé par René Goscinny, le père d'Astérix et Obélix, qui s'appelait Pilote et qui est disparu depuis. Et depuis, durant une dizaine d'années, j'étais le directeur du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et c'est vrai que la bande dessinée et la moto ont toujours fait bon ménage, grâce à un garçon qui est quasi l'étendard idéal de cette équation, qui est Franck Margerin. Et puis également un autre garçon qui est à mon sens un des illustrateurs les plus doués en Europe, si ce n'est de point de vue international, qui est Denis Cyr. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu une relation très forte entre la bande dessinée et la moto, parce que justement ce sont deux éléments de la pop culture, deux éléments de la contre-culture. Et la contre-culture... Si tu permets, je Vas-y, félicite bien sûr, parce que Didier. j'ai passé d'excellents moments avec Pilote. Ah oui? Mais ça ne devait pas être à mon époque, ça devait être avant. Oh, il est méchant celui-là. Bon, on est vieux. Bon, Justement. Didier, toi tu peins sur les motos, tu peins sur les casques. Est-ce que les volumes s'y prêtent? Est-ce que le support s'y prête? Et les volumes s'y prêtent pas, mais j'ai une adaptation, comme sur les casques qui sont là-bas, de mon travail sur le volume. J'ai eu peint des télés, j'ai peint des motos, j'ai peint des bagnoles. Là, j'ai une Ferrari à peine. Voilà. D'accord. Dans le même esprit que le casque? Toujours? Dans l'esprit de mon travail. Quoi. Voilà, dans l'esprit de mon travail. Didier aussi, toi, la moto, tu en as fait un instrument de liberté. Ça signifie beaucoup de choses, la liberté pour toi. Ici, il y a des barreaux partout aux fenêtres. Non, mais je suis habitué aux barreaux, pas de problème. Non, t'as ramené Je le les boulot, vois plus. Non, mais la moto, c'est liberté. Tu as vu ce qui est arrivé à ma compagne précédente. J'ai vécu des choses assez épouvantables dans la vie. Et c'est vrai que dès que j'ai le cul sur la moto, eh ben, c'est vraiment 5 minutes, 10 minutes de bonheur, quoi. Ou même 1 heure, ou même 3 heures, ou des fois une après-midi ou une journée. Ouais, parce que donc du coup, toi, t'as connu l'incarcération, la moto. C'est quelque chose qui te... Mais j'ai toujours aimé ça depuis que je suis minot, donc vu que je tiens encore sur mes pattes malgré les fractures, j'en fais encore et j'adore ça. Bon, la vitesse me manque un peu, mais bon, on récupère moins vite. Par rapport à votre livre, par rapport à ce panorama, est-ce qu'il y a une moto, un modèle mythique qui vous a marqué, ou est-ce que c'est difficile d'en extraire un du lot de cette production ? Je crois que c'est assez difficile. Chaque époque est marquée par une moto et réciproquement. L'ouvrage commence avec Che Guevara et une pauvre Norton, d'ailleurs, sur un voyage de plusieurs mois. Qu'il a abandonné. Ils vont rester 5 jours sur la moto et après, voilà. Il y a la saga des choppers d'Easy Rider qui sont au départ des motos réformées, des Harley Davidson qui sont réformées. Elles sont achetées par lot de 2. C'est-à-dire qu'il y a 2 motos réformées pour un chopper pour $400. Et la moto, qui est d'ailleurs une réplique de Captain America, sera vendue dans une vente aux enchères il y a quelques années pour plus d'1 million de dollars. Donc là aussi, il y a l'effet marquant. Il y a les fameuses triomphes de Steve McQueen pour les Bahia. Bref, je crois que chaque époque est rythmée par une moto, donc il est difficile de faire un choix.
Et aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu, on est chez Harley, donc qui est une marque quand même un peu particulière. Quand vous regardez la production aujourd'hui, est-ce que ça vous inspire autant que celle qu'on retrouve dans votre ouvrage? Je trouve que ce qui est totalement fascinant, c'est qu'il y a une sophistication extrême de la moto désormais. Pour avoir eu le temps de rêver à l'âge de 14 ans devant l'apparition de la Honda 750 K0, qui était absolument mythique parce que c'était une moto qui freinait, qui pissait pas l'huile, qui avait une boîte de vitesse bien étalonnée. Quand je vois la sophistication des motos aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire. En revanche, et pas en revanche, mais de façon complémentaire, il y a ce retour à ce qu'on appelle communément le vintage qui me fascine aussi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contradiction entre une extrême sophistication et un côté nostalgique, comme le fait d'ailleurs très très bien Triumph et Harley-Davidson. Donc il faut que je dise du bien, puisque nous sommes quand même dans la concession Harley-Davidson. Didier, et toi, Harley-Davidson, tu en possèdes une? Oui. Tu parlais, tu as réagi. Oui, mais c'est vrai que bon, la 750 Honda, j'en ai acheté une en 69, j'ai filé 10 000 balles, ils m'ont rendu 20 francs. Ça fait ça, mais aussi c'est vrai que bon, il y a les motos, chaque époque a ses trucs. Lui, par exemple, il te parle de ce qu'il a vu. Nous, c'était plutôt les 250 Suzuki, les 6 vitesses, les T20 avec le plan dépôt, les lumières d'admission, d'échappement pour s'envoyer en l'air. Après, c'était la 7,5, après les 500 Kawa sur lesquels on mettait la fourche Honda avec 2 disques. Sinon, on s'envolait, quoi. Didier, on parlait tout à l'heure de vente aux enchères, de Harley-Davidson. Est-ce que ce marché de la moto, est-ce que ça devient plus intéressant aujourd'hui? La moto s'ouvre au grand public? Oui, il y a une démocratisation de la moto. C'est vrai que nous, on a connu les années 60, c'est-à-dire les mecs qui étaient sur des Anglaises et des BM après l'arrivée des Japonaises. Puis après, il y a eu une espèce d'explosion qui a continué jusqu'à aujourd'hui, où la moto, on en voit partout, il y a plein de roues. Alors que dans les années, je dirais 70, c'était un peu le truc des pauvres. Ça n'avait pas encore redémarré à fond, quoi. Et on peut dire qu'effectivement, il y a une démocratisation de la moto. Et il y a un élément intéressant avec lequel Enfin, un élément, pardon. C'était formulé de façon extrêmement maladroite. J'allais dire, j'achève l'ouvrage avec les femmes qui pratiquent de plus en plus la moto. C'était quelque chose de totalement inenvisageable dans les années 70. Une femme était automatiquement une passagère et naturellement, elle n'avait pas le permis de conduire. Ça, c'était là aussi inenvisageable. Ça ne se faisait pas. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a cette ouverture et certaines marques, d'ailleurs, s'ouvrent aux jeunes conducteurs. Et dirais-je effectivement à ce public féminin qui est de plus en plus important. Voilà, et s'ouvre toujours autant au cinéma aussi, puisque les motos, on a vu récemment Ducati qui a communiqué sur la présence d'un scrambler dans le film Venom, mais ça a toujours été. On parlait d'Easy Rider, on parlait de Marlon Brando, de Mammouth avec Depardieu. Mammouth. Sauf que pour l'équipée sauvage, Triumph refuse de prêter des motos, estimant que c'est pas porteur. C'est pas porteur. Voilà, c'est pas une bonne image, c'est une image négative et c'est la triomphe de la bonne ville de Marlon Brando, je vais y arriver. Et Easy Rider, c'est la même chose. Peter Fonda, qui est le producteur du film, va voir Harley-Davidson à l'époque, qui n'avait pas cette vision d'aujourd'hui, en disant voilà, on va faire un film, c'est un petit peu un film de hippie, il y a un petit peu de drogue, tout se passe voilà, de façon un peu décalée, et Harley-Davidson va refuser la proposition, et c'est comme ça que les shoppers vont naître. Donc très longtemps, il y a eu une hésitation de la part des marques à aller sur un autre territoire, dirais-je, que celui de la ville. Aujourd'hui, on peut dire même que la moto elle a dépassé les frontières, dans la mesure où même la mode aujourd'hui, alors c'est pas l'engin en lui-même, mais l'esprit vintage, la mode, aujourd'hui on voit de plus en plus de créations qui tournent autour de la moto, ne serait-ce qu'au niveau des vêtements même. Anne-France d'Hauteville, qui est la première femme à avoir fait le tour du monde à moto dans les années 70, s'est vue appeler un jour par la maison Chloé, qui est une maison de luxe, et il y a eu une saison, je crois que c'est la saison hiver 2015-2016, où effectivement tout le défilé était inspiré des vêtements que portait Anne-France d'Hauteville durant son tour du monde.
Pour ce qui est de la mode, moi je dirais que j'ai pris des cacahuètes avec un pyjama en cuir dans les années 70. Les vêtements techniques ont vachement progressé. Et ça, c'est un vrai bonheur quand tu te mets au tas. Ah ouais, c'était des pyjamas en cuir avec un petit bout de mousse sur l'épaule, avec du quadrillage à la machine à coudre. Dès que tu touchais par terre, tu étais en slip. Hein. C'est pour ça que j'ai les guibolles, les radios de mes jambes, on dirait la Tour Eiffel. Ouais, parce que tu as eu des problèmes, Didier, en moto. Le pire que j'ai eu, j'ai été arrêté, j'ai pris une bagnole en pleine poire. J'ai fait 1 mois de coma, un an d'hosto, 2 ans de fauteuil roulant et 17 opérations. Ouais, mais c'était et j'étais à l'arrêt. J'ai eu du pot ce jour-là. C'était pas tout à fait un accident. C'était quelqu'un qui t'est rentré dedans. Un mec bourré. T'as connu une période difficile. Voilà. Non, mais en fait, c'est une histoire à la con. C'était un mec bourré, voilà, c'est tout. Jour de neige. Et voilà. Jour de neige. Tant qu'à faire, autant rajouter un petit peu plus. C'est la vérité. Il y a eu une tempête de neige où je roulais tout doucement, les pieds comme ça, et voilà quoi. Parce que et le mec, ça l'énervait, et au bout d'un moment, il y a eu un peu de salade. Ça rentre un peu dans les mœurs, et ça rentre dans l'art, et c'est bankable, un peu comme on dit aujourd'hui, la moto, sauf avec le retour du vintage. Mais les journaux aiment toujours autant se faire les gorges chaudes des... quelques excités qui se font prendre à 300 km/h, comme c'est le cas il y a David, quelques jours avec les parce Parisiens. qu'on a été vachement excités des fois en balade tous les deux. Hein. Ouais, je me rappelle pas trop, mais... Bon, Jenny aussi, alors. Mais toi, Didier, t'en as besoin de rouler à moto pour exprimer aussi je pense que ça tu compense à l'adrénaline aussi. Toi, c'est un endroit où je peux déconner à fond. T'en as besoin pour créer? Non. Non, j'en ai besoin pour me détendre. Pour créer, comme Yank Xerox, tu me fous devant la toile, ça sort tout seul, ça doit être un peu ton truc aussi. Alors, par rapport à votre livre et par rapport à toute l'histoire qui est générée, est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, justement, il ne manque pas des personnalités fortes, des porte-drapeaux pour que la moto continue de s'étendre ? Vraisemblablement, enfin, l'époque est différente. C'est vrai que les années 50, quand apparaît l'équipée sauvage, c'est un moment de rupture, c'est l'après-guerre. Donc il y a toute une jeunesse qui regarde l'ancien monde, le monde des parents d'avant-guerre. Et la moto va symboliser effectivement ce mouvement de liberté. Après Kerouac et après l'époque de la Beat Generation arrivent les hippies. Et les hippies, c'est le voyage, c'est l'idée de Kerouac. La route, c'est la vie. Là aussi, c'est un moment de rupture. Le livre s'achève sur cette idée de custom culture, qui n'est pas exactement un moment de rupture, mais qu'un moment de transition, une façon de voir ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon un peu kitsch et désuète, la mobilité. Et c'est vrai qu'en essayant avec tous ces garages, ces ateliers où effectivement on produit des motos à très très peu d'exemplaires, il y a cette vision d'une autre façon d'envisager la liberté, mais il n'y a plus le côté étendard comme pouvait le signifier McQueen, Easy Rider et Brando par exemple. Il manque peut-être un élément de rupture. Il faudrait qu'il se passe quelque chose aujourd'hui dans notre société pour qu'éventuellement on ait un nouveau chapitre. Oui, on n'est plus dans le temps de la révolte et de la contestation. Je pense que le retour au vintage, c'est pour se souvenir qu'effectivement, à cette époque-là, il y avait la possibilité, on évoquait avec mon camarade nos 16 ans où moi je me souviens très bien avoir roulé communément sans casque, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Voilà, alors c'était bien, c'était mal, c'était une autre époque. Voilà, c'est une couverture transgressive parce que la moto était transgressive. On n'est plus du tout dans une période de transgressivité. On est dans une période de normalisation et la moto est un peu un jouet de cette transgression d'autrefois. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on se fait piquer beaucoup de liberté, notamment celle, je sais pas, 130 à l'heure. Je crois que c'était la vitesse sous laquelle il fallait jamais descendre à l'époque. Et là, je vois qu'on n'a plus le droit à rien. Alors, c'est toujours de la liberté, la moto, mais bon, c'est quand même de la liberté, comme tout le reste de la société, avec plein de libertés individuelles qu'on foutu le camp. Et on a quand même l'impression, des fois, d'être guetté par des tirelires avec un appareil photo dessus pour pas du tout, mais alors pas du tout à quoi il fait référence. Moi non plus. Je rêve de faire de l'art conceptuel en foutant des coups de fusil dans un radar que j'achèterais avant. J'irais pas en casser au bord de la route. Ouais, alors Didier, justement, toi tu peins les porte-drapeaux aujourd'hui. Peut-être ça passe par le sport aussi. Des pilotes comme Marquez que tu as peint. Ouais, j'adore. Tu as fait des toiles avec Marquez et Rossi. Un Centaure. J'avais fait Rossi aussi. On avait fait un truc comme ça pour le salon de la moto du deux roues chez Honda. Tous les mecs de chez Honda étaient arrivés en bagnole.
Je les avais chambrés grave, je sais pas si tu te souviens, on était avec Arnoux, tout ça. Alors justement, c'est le moment de passer au débrief sport. La transition est toute trouvée. Merci Jean-Marc de nous avoir rejoints pour ce débat. Et puis ce livre sort à partir d'aujourd'hui pour Noël, hein, bien sûr. Didier, tu restes avec nous pour le débrief sport. On va parler un peu de MotoGP. Allez, j'adore. Merci, à tout de suite pour le débrief sport. Nous sommes toujours chez Harley-Davidson Roadstar 92. Pierre-Yves est revenu parmi nous pour parler de sport. Pierre-Yves, le MotoGP, c'est pas trop ta tasse de thé, mais comme on est dans l'ouverture maximale, on a parlé d'art hein, juste avant, donc tu nous as quitté avec Didier. Voilà. Et Didier, tu as réparé sa moto, vous vous étiez jamais rencontrés. Une moto avec une jolie peinture, et c'est une belle rencontre. Mais avec une boîte de vitesse complètement cramée. Menu, bah ouais. Elle était un peu boîte, et si tu veux, c'est ce modèle d'Harley, j'ai 135 bourrines, donc ça envoie bien. Et en plus, si jamais toi, elle est un peu longue, mais tu peux t'amuser. C'est à la main la boîte. Bon, non, mais je te connais. Didier, on l'a changé. On aurait dit les dents d'une mamie de 253 ans. Ah, mais ils m'ont appelé pour que je regarde la boîte de vitesse. Des photos, ils m'ont dit c'est un poème ta boîte. C'était beau. Bon, on peut faire une œuvre d'art d'ailleurs. Tu as fait du sport, toi, Didier. Tu as fait des courses. Oui, dans 69, 70, 71, j'avais même des sponsors. Je devais conduire la Benelli 6 cylindres. Et malheureusement, à l'époque, j'étais un peu rebelle. J'ai pris une bastos par la police dans une guibole. Tu as pris une bastos par la police. Gâché le décor. C'est un accident là aussi. Ah non, là c'était pas un accident, mais si t'avais vu la fuite des la sponsors. La moto roulait pas assez vite. Ils avaient même enlevé mon blaze sur la combinaison en cuir, je te jure. Ah là, c'était trop cool. Les souvenirs. Mais pourquoi t'avais échappé à un contrôle routier? Non. Tu l'avais cherché? Ouais, quand même, un petit peu. C'est pas ça, je pensais que si on faisait pas une révolution mondiale ou si on n'avait pas des burnes comme des ballons de rugby, on n'était pas un vrai mec, tu vois. Alors j'ai grandi dans une famille avec des déportés, des trucs. Donc je croyais qu'il fallait être un super-héros. Oh, j'ai mis jusqu'à 30 ans avant de piger. et ouais, t'aurais pu finalement te concentrer sur la vitesse moto, la piste, quoi. Ben, c'était très bien parti. J'ai perdu mon ami d'enfance avec qui on était sur des mobylettes depuis l'âge de 14 ans. Et quand il est mort, j'étais un petit peu dans le flou et à la recherche d'autres frères. Et bon, j'en ai trouvé, mais bon, ils n'avaient pas des casiers ultra cool, quoi. Et moi, le mien, il a vite tourné au gris foncé ou noir avec une tête de pirate dessus. Bon, t'es revenu, tu as racheté une R1 aussi il n'y a pas longtemps. Oui, t'as revendu. Un gendarme, il a vu la bonne idée de la faire débridée. Ouais. Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une moto bridée, donc tu vois, j'étais content que ça soit aujourd'hui, autorisé. elles sont débridées toutes. Ouais. Sauf les japonaises. Pierre-Yves, toi, la moto, tu as commencé par du motocross, c'est ça? Ouais, j'ai démarré la moto à l'âge de 7 ans. J'ai fait championnat de France mini-vert, après championnat de France, beaucoup de manches jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, c'est ton fils qui a pris le relais, mais cette fois, il y a 2 roues de plus. Ouais. Donc, mon fils fait du motocross depuis l'âge de 7-8 ans aussi, comme ma fille. Parce que je trouve que c'est une bonne école, c'est une école pour l'équilibre, c'est une école pour les sensations, ça permet d'appréhender beaucoup de choses. Et mon fils est pilote de voiture, il était pilote de kart et là il est passé à la voiture. Et il fait également depuis 2 ans le trophée Andros. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme catégorie en voiture? Donc il a fait ses premières manches cette année en GT4. Il a fait 2 manches. L'année prochaine, on va s'orienter ou sur GT4 ou sur la Porsche Cup. On est en train de voir. Et puis là, le gros dossier, c'est le trophée Andros qui démarre dans un mois. Ça va bientôt démarrer, ouais. Et il n'a jamais eu envie de faire du dragster avec les Harley-Davidson Non, il est pas trop moto de route. Ouais. Il aime les voitures, mais il ne s'intéresse pas aux autos, en fait. Il aime la performance. Et il aime conduire, il aime piloter. D'accord, alors le Harley-Davidson est impliqué dans divers championnats, pas de vitesse ni sur 4 roues, mais dans des championnats plus de vitesse. Aux États-Unis, notamment plus de vitesse, ouais, effectivement. Il y avait le Battle of the Twin en France. Ouais, il y a eu les 200 miles de Daytona, des choses comme ça, où Harley a été plus souvent acteur que spectateur. Voilà, aujourd'hui c'est du NHRA, hein, c'est le championnat de dragster. Il paraît que les mauvaises langues disent parce que ça tient pas plus longtemps en fait. C'est juste l'accélération et après... Je sais pas, après le moteur est explosé. Sans doute que les moteurs ça les crame bien.
Les Winter X Games, hein, on en parlait tout à l'heure avec Harley-Davidson qui est partenaire. Et puis Harley-Davidson, on les voit dans des courses d'accélération comme le Sultans of Sprint qui fait un peu la jonction entre du sport et cette nouvelle custom culture. Il y a notamment Venom Design avec un Sportster à moteur Buell, Moto Candy avec une Harley-Davidson Lollipop 1280 cm3 et le Sultans of Sprint, mené par Sébastien Lorenz, connaît un beau succès. Le MotoGP, Didier, tu suis de près? Oui, j'adore. Tu fais pas que peindre Marquez et Rossi? Non, j'adore. En plus, là, il y a une bande, ils sont 5-6, ça pourrait être champion du monde sur le plateau, donc c'est une bonne guerre. Et puis alors, Marquez, c'est extraordinaire. Je me rappelle, on avait vu le Texan un jour mettre le coude par terre. Colin Edwards. Ouais, et lui, il a vu ça et il s'est cassé la gueule jusqu'à ce que ça passe à chaque fois, quoi. Ça fait 4 points d'appui au sol. Moi, ça m'est arrivé de mettre le coude, mais en général, le casque est pas loin de toucher le sol aussi, donc j'ai pas le contrôle. Moi, j'ai le contrôle avec le genou par terre. Après, c'est... T'étais allé au Grand Prix de France? Oui, allé ensemble? oui, bien sûr. Et alors? Extraordinaire. Tu vois, les mecs, quand ils passent à l'accélération, là, qui sortent des box, ça te vibre entre les burnes, comme si tu étais assis sur un marteau-piqueur, tellement c'est excitant, quoi. D'accord, on va rester sur ces belles paroles, Didier. Pierre-Yves, merci de nous avoir accueillis pour l'anniversaire des 1 an sans concession. C'était très agréable, cette émission ici chez Roadstar 92. Merci. Merci à vous d'être venu, de vous être déplacé. Ça a été loin, hein. On s'y est pris à l'avance. Il fallait traverser le pont. Et, à la nage. C'était très intéressant et c'est toujours un plaisir de parler de l'activité, de parler de la moto, de parler de plein de choses. Et des hommes et des femmes qui la font. C'est ça. Merci à notre équipe aussi, Eric Communier, Adrien Martini, Eric. Derrière les caméras, Eric et toute l'équipe, tous ceux qui ne sont pas là, tous nos chroniqueurs. Merci à tous pour cette belle année de Sans Concession qui va continuer, bien sûr. Eric, nous on se retrouve la semaine prochaine pour Avec plaisir. Une prochaine émission. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, likez notre émission, partagez et abonnez-vous à notre page. À la semaine prochaine. Salut à tous.